Bonjour à tous, vous êtes bien sur Décoder l'écho, donc je suis Pierre Chaillot, je suis statisticien et aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Patrick Meyer, avec lequel on a fait des travaux statistiques dont on va vous parler un petit peu et puis on a une annonce à vous faire à ce sujet. Voilà Patrick, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je suis Patrick Meyer, donc j'ai fait des études d'ingénieur civil à Bruxelles et puis un postdoctorat, enfin d'abord ma thèse de doctorat à Bruxelles en machine learning, suivi d'un postdoctorat aux États-Unis à Boston, au Massachusetts Institute of Technology, et je suis revenu après en Belgique, à l'Université de Liège, où je suis maintenant professeur chargé de cours en bioinformatique, analyse de données biologiques. Bah, merci Patrick, c'est déjà très bien. Voilà, ça montre de quoi on va parler et puis bah, des compétences qu'on a pour avoir travaillé ensemble sur différents sujets. Pour l'histoire, pour les personnes qui nous écoutent, je t'ai contacté il y a un peu plus d'un an maintenant, à la suite de travaux que tu as réalisés et que tu as publiés dans un préprint. Et moi, de mon côté aussi, j'avais fait des travaux et donc je trouvais ça intéressant de confronter nos résultats pour qu'on puisse travailler ensemble. Et puis, bah, c'est toujours intéressant de toute façon de ne pas être tout seul dans son coin, de partager des informations, des sources, des manières de travailler, et puis bah, de conclure qu'on arrive à des résultats qui sont similaires avec des méthodes et des approches différentes. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de ces premiers travaux que sur lesquels tu avais commencé à t'exprimer il y a maintenant un peu plus d'un an? Oui, c'était même il y a 2 ans et demi. Donc, en fait, fin 2021, en décembre 2021, je travaille. En fait, on était en plein dans cette époque un peu folle quand même, hein, où on parlait de vacciner les 5 à 12 ans, où on parlait de la vaccination obligatoire en Belgique. Et je pense qu'en France, c'était à peu près dans cette même période. Et donc, à ce moment-là, moi, j'avais lu les travaux de Henri Claude et de Norman Fenton, donc Henri Claude sur Israël et Norman Fenton en Angleterre. Et je m'étais dit, OK, je vais aller vérifier ce qu'on voit au niveau sur mortalité européenne. Et il y a ce site Euromomo qui nous donne un monitoring vraiment de la surmortalité dans toute une série de pays d'Europe. J'ai été regarder si on voyait en effet un signal anormal contingent aux périodes de vaccination. J'ai trouvé ça plutôt inquiétant de voir que 2021, qui était censé être une année où on avait diminué la cause numéro un de mortalité en théorie grâce à la vaccination, montrait un signal qui était pire que 2020. Alors bien sûr, ça peut s'expliquer par des tas d'autres possibles variables. Et donc j'ai essayé de faire des expériences qui me permettaient de voir si oui ou non on pouvait incriminer cette variable vaccination par rapport à ces hausses de surmortalité qu'on observait. Et donc j'ai sorti à l'époque un préprint sur ResearchGate qui montrait qu'en effet, malheureusement, la variable vaccination semblait avoir un rôle dans cette augmentation de surmortalité et que son rôle était pas négligeable, en particulier chez les moins de 45 ans, donc dans les tranches d'âge inférieures à 45 ans. Et donc, j'ai suggéré qu'il valait mieux appliquer le principe de précaution concernant les jeunes, enfin, ou les jeunes adultes, donc les moins de 45 ans, à l'époque, qui a fait pas mal de bruit, on va dire, en tout cas en Belgique. J'ai reçu évidemment de nombreuses attaques, comme beaucoup d'autres gens qui ont été catégorisés anti-vax. Moi, je préfère le mot anti-covax, parce que je pense qu'on se focalise ici sur un vaccin particulier, qui était à l'époque, qu'il est toujours d'ailleurs, un peu expérimental. Et donc voilà, ça a créé cette espèce de réaction, mais ça a eu aussi un impact extrêmement positif, dans le sens où en tout cas, en Belgique, les experts qui ont été choisis pour débattre de l'obligation vaccinale à la Chambre, au Parlement, eh bien, ils ont bloqué l'obligation vaccinale et ils ont notamment cité ces travaux-là, parmi d'autres. Mais ils ont notamment cité mes travaux pour dire qu'il valait mieux être prudent. Et aujourd'hui, avec les statistiques qu'on voit et la plupart des informations qui sortent même maintenant, même dans la presse mainstream, parce que je suppose que tu as vu le Télégraphe et le New York Post qui parlent d'un article, mais pour le coup, qui a été publié dans un très très bon journal, qui est le BMJ, mais qui parle de cette surmortalité inquiétante qu'on observe en 2021 et en 2022, et qui pourrait être connectée à la vaccination, chose qu'on dit depuis déjà 2 ans et demi. Mais donc, à la suite de ça, en effet, tu m'as contacté et tu m'as dit, moi, j'ai des résultats similaires, peut-être qu'on peut travailler ensemble. Et on va faire quelques tests statistiques simples à l'époque
qui confirmeront en fait ce que mes méthodes à l'époque, j'avais utilisé des algorithmes de machine learning et des modèles statistiques différents pour vraiment voir si cette variable vaccination avait un rôle et avait un rôle important ou pas par rapport à d'autres variables comme la variable Covid. Et j'avais mis en évidence qu'elle avait un rôle assez similaire à la variable Covid pour les jeunes adultes. Donc, qu'il valait peut-être mieux, pour ceux-là, en tout cas, appliquer le principe de précaution. Voilà. J'acquiesce à tout ce que tu dis. Puis en France, il s'est passé un peu la même chose. Pour l'anecdote, j'avais commencé à discuter avec Alexandra Yancode et Steve Oana, moi, à l'été 2021, où ils m'avaient contacté. Donc, j'avais vu leurs travaux et j'avais discuté avec eux de leurs travaux sur les différentes méthodes. J'avais vérifié aussi les statistiques qu'ils avaient proposées. Voilà, la question s'était posée de mettre mon nom ou pas dans leur papier, mais à l'époque, moi, j'étais pas forcément chaud de mettre mon nom partout, vu ma position administrative. Puis aussi, bah voilà, ma contribution a été extrêmement modeste, puisque moi j'avais surtout fait de la vérification, on avait discuté modèle, etc. Mais c'est vraiment Steve Oana et Alexandre Côte qui portaient le papier. Et donc c'est un papier que je connaissais très bien, hein. Donc je savais dès le mois de juillet qu'on avait des résultats significatifs, avec des corrélations qui étaient parfaites entre des périodes de vaccination et des hausses de mortalité en Israël, notamment chez les jeunes. Et ça marchait, mais vraiment nickel, quoi. Et donc ce qui fait que l'alerte aurait dû être posée, mais de manière extrêmement forte. Et j'ai vu ce papier aussi en direct se faire censurer. C'est-à-dire, voilà, Steve Wana, qui avait l'habitude de déposer des papiers et de se faire publier, dépose son papier, et puis bah, l'hébergeur, donc le site d'archive, hein, donc c'est-à-dire même pas un journal, décide de retirer son papier du site d'archive pour pas qu'il apparaisse, alors que normalement, la seule chose qu'ils sont censés faire les sites d'archive, c'est vérifier si le papier est dans un format qui permet qu'il soit publiable, on va dire, voilà, on va dire correctement écrit avec une intro, une conclusion, mais c'est tout. Et là, donc c'est un papier qui respecte tout ça, mais il le vire quand même, de façon à ce qu'il soit pas visible. Et donc ça a été vraiment la première alerte. Et on a bien vu que derrière, ils ont publié ce papier-là avec Sandra Orion-Côte et Steve Oana ailleurs sur Internet pour qu'il soit visible, mais ils n'ont jamais pu se faire publier. Bon, j'étais pas très surpris parce que de mon côté, avec Laurent Mucchielli, Laurent Toubiana et Jacques Bouot, on avait tenté par le passé déjà d'écrire un papier très simple, mais vraiment basique. Les chiffres officiels de mortalité française publiés par l'INSEE avec vraiment un modèle mais extrêmement simple, avec juste, voilà, on fait les moyennes des années passées, les écarts types, vraiment le plus basique possible, de façon à constater qu'il n'y avait aucune hausse de mortalité justifiant une panique. Mais c'est tout bête, hein. C'est vérifiable par n'importe quel bac plus un qui veut s'y mettre, et on publie ça. Et pareil, vu que ça a commencé à faire du bruit dans les médias lorsqu'on a posé sur le site d'archive, voilà, on a été censuré de partout, il n'y a pas eu moyen de publier quoi que ce soit. Donc voilà, il y a eu une époque quand même où c'était à la fois médiatiquement, comme tu l'as subi, on subissait une cabale quand on essayait de publier quelque chose, et puis même c'était extrêmement compliqué d'essayer de contacter les rédactions des journaux pour pouvoir, même avec des choses qui sont des chiffres publics, des méthodes simples et vérifiables, tout transparent, voilà. Tout est en ligne et vérifié, était extrêmement difficile de réussir à les contacter pour obtenir une lecture et se faire publier. Et donc là, bah, le tour de force auquel on est arrivé, Patrick, c'est qu'on est au point où voilà, on a coécrit ce papier, alors que tu as en plus rédigé en anglais, tout ça, c'est toi qui as fait tout l'effort de traduction et puis de mise en forme, et que tu as soumis à relecture, et on peut dire aujourd'hui qu'on a été relu par des pairs et puis qu'on a été publié. Voilà. Est-ce que tu veux en dire deux mots? Oui, alors d'abord, je vais rebondir sur ce que tu dis. Norman Fenton, qui est quand même une pointure hein, dans le domaine, et donc on a parlé d'Henri Claude, mais Norman Fenton, c'est l'autre premier préprint qui sort et qui va dénoncer quelque chose d'anormal dans la surmortalité de l'époque. Donc on parle ici d'un scientifique qui a plusieurs ouvrages de référence, des centaines d'articles dont il est auteur ou co-auteur et qui ne parvient pas à publier ses résultats sur la surmortalité. Donc là, ça montre quand même combien difficile et combien verrouillé en fait se retrouvent les journaux scientifiques de l'époque. Et donc lui, il le déposera sur ResearchGate. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai déposé mon préprint à l'époque sur ResearchGate. Donc, je l'ai soumis d'abord à des journaux scientifiques et aussi, même chose, à Archive, BioArchive. Et ils n'en voulaient pas. Donc, heureusement que ResearchGate nous a permis de déposer ce préprint. On va voir tout doucement quelques papiers par-ci, par-là, quelques éditeurs scientifiques qui vont oser s'aventurer à publier des résultats. Et donc, ça dépend pas, à mon sens, de la qualité des résultats. C'est vraiment le message qui leur faisait peur. Alors, est-ce qu'ils redoutaient peut-être
des problèmes juridiques si jamais ils osaient véhiculer un message qui allait contre une vaccination massive, ou est-ce qu'ils avaient des donateurs dont ils avaient peur de perdre les donations, donc on va dire des conflits d'intérêts potentiels. C'est difficile de savoir, mais c'est clair qu'il était vraiment, vraiment très difficile de se faire publier à l'époque. Et maintenant, ça commence à sortir. Donc, la preuve étant cet article dont je parlais juste avant, hein, dans le BMJ. Et donc, on a rédigé ensemble ce papier. On a fait quelques expériences. Enfin, c'est surtout moi qui l'ai rédigé, mais j'ai incorporé tes expériences, tes résultats dans le papier. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai soumis à une conférence de bioinformatique et de biologie computationnelle. Donc, il y a deux types de publications dans le domaine. Les publications dites journal, donc là on vise des journaux scientifiques, et des publications type conférences du domaine. Il y a certains domaines pour lesquels les conférences ne sont pas peer-reviewées, donc ne sont pas revues par des pairs. Ça, c'est typiquement ce qui se passe dans le domaine médical. Mais par contre, dans le domaine de l'ingénierie et de l'informatique, on a des conférences qui sont reviewées par des pairs et qui, dans même certaines conférences, sont beaucoup plus prestigieuses que des journaux eux-mêmes. Donc en fait, là, on a des domaines scientifiques qui se comportent de manière assez différente. Et ici, on est dans un domaine dans lequel les publications de conférences ont de la valeur, qui sont les conférences d'informatique. Et en tout cas, donc il y a certaines conférences qui sont dites type prédateur, qui n'ont pas beaucoup de valeur, et il y en a d'autres qui en ont beaucoup. Et ça dépend très souvent de l'éditeur qui publie, en fait, les proceedings de la conférence. Donc typiquement, on a des éditeurs comme I3E, des éditeurs comme ACM, qui est celui qui a publié ici les proceedings de la conférence auquel on a été accepté. Mais ça n'a pas été facile. C'est-à-dire que la première réaction que moi j'ai eue, c'est une anecdote, je ne sais pas si je peux la raconter, mais tant pis, c'est que la première réaction, ça a été un rejet, vous êtes hors sujet. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que dans les sujets de la conférence qui étaient publiés, parce qu'il y a ce qu'on appelle un appel de conférence, il était mis informatique médicale, Covid-19, enfin bref, tous les sujets qui nous concernaient. Et donc j'ai écrit à l'organisatrice de la conférence en disant, écoutez, c'est bizarre que je sois mis hors sujet alors que vous mettez quand même explicitement dans la liste ce sujet-là. Et c'est elle qui a contacté à ce moment-là l'éditeur pour dire est-ce que c'est, enfin, il y a peut-être quelque chose de pas normal, ce papier devrait partir en peer review. Et donc il est parti en peer review et il a été accepté à ce moment-là. Et donc nous sommes dans les proceedings de la société ACM, qui est un bon éditeur pour tout ce qui est bioinformatique et informatique de manière générale. En fait, c'est vraiment l'éditeur informatique de référence pour les conférences. En termes de date, du coup, au niveau du peer reviewing, on était au niveau de décembre 2023. Tu l'as dit, il a fallu du temps. Quand j'ai raconté qu'on s'est fait refuser avec Laurent Toubiana, Laurent Mukili et Jacques Bouot, en fait, on a tenté une mise à jour de l'étude qui avait été faite hein, avec les nouvelles données 2 ans plus tard. Je crois que c'est autour de 2022. Et on a été refusé une deuxième fois. Cette fois-ci, on a passé la barre des sites d'archives. C'est-à-dire que la censure était un peu, elle avait passé un niveau, c'est-à-dire qu'on pouvait déposer sur un site d'archives. En revanche, et on est arrivé à proposer à des journaux. Et on a eu même une acceptation de la part d'un journal, puis un refus. Et quand on a demandé les motifs du refus, qui normalement sont des motifs scientifiques, c'est-à-dire on doit pouvoir nous dire pour telle raison, voilà, soit les données on les retrouve pas, il y a des erreurs dans les données, ou bien les modèles ils doivent être revus, ils sont discutables, vos conclusions correspondent pas, etc. Donc il y a un certain nombre de motifs qui sont tout à fait légitimes, qui nécessitent d'ailleurs parfois des allers-retours entre les auteurs et puis les peer reviewers. Et là, le motif qui a été envoyé, c'était il n'y a pas de motif. Voilà. À la demande explicite de la part de Laurent Mukieli qui écrit au journal quels sont les motifs, on nous répond il n'y en a pas. Ce qui est évidemment la preuve que bah, si on est refusé, c'est bien qu'il y a un motif, mais qu'il n'est pas scientifique. Et donc, on avait été refusé en 2022, voilà, pour non pas les résultats, ni les chiffres, ni les modèles, mais uniquement pour le message qu'on proposait, qui était un message qui n'était pas dans la doxa de ce que voulait le journal en question, quoi. Mais donc voilà, c'est juste pour dire qu'on a vu des petits progrès arriver. 2020, enfin, décembre 2023, tu réussis à nous faire peer reviewer. Donc on a trois peer reviewers, je crois, donc, qui se sont penchés sur nos écrits. Et puis bah, qui ont constaté que voilà, on avait fait notre travail correctement en allant récupérer les données qui sont publiques en plus et accessibles, qu'on peut mettre à disposition, que nos programmes sont publics et sont vérifiables, donc on peut montrer ce qu'on fait. Et puis voilà, qu'on a expliqué nos résultats et que chacun peut constater que voilà, on raconte pas de bêtises. Après, on ouvre le débat.
et puis il est temps de discuter. Et bon, là, on est même à un stade supplémentaire où, comme tu l'as dit, il y a des grands journaux publics qui commencent à publier des choses en disant, bah voilà, c'est pas tout à fait normal ce qui se passe quand on regarde les statistiques de mortalité. Donc on avance petit à petit, mais il faut bien prendre conscience que voilà, la science, c'est quelque chose d'itératif. Et qu'il n'est pas facile quand même de casser les dogmes, les peurs, les croyances une fois qu'elles sont là. Et que vraiment, c'est un travail où il ne faut pas lâcher, on s'en prend plein les dents tout du long, de différentes manières, aussi bien d'un point de vue scientifique, que même après, ça a des répercussions personnelles ou dans nos vies au travail. Et donc voilà, aujourd'hui, on est au stade où on peut peut-être commencer à ouvrir un peu le débat, mais qu'est-ce qu'il en a fallu? En tout cas, je suis extrêmement content que voilà, tu sois là et puis qu'on puisse dire, bah, pour tous ceux qui nous disaient jusqu'ici, tout ce que vous racontez, c'est des carabistouilles, vous n'êtes pas publié, c'est la preuve que la science vous refuse. On vous explique qu'on a tenté de se faire publier, mais qu'on n'a pas eu de raison scientifique de ne pas être publié. On a eu des raisons, voilà, qui étaient de l'ordre, comme tu l'as dit, pression politique, des financeurs, peur de pas plaire, peur pour sa carrière, etc. Cette peur-là diminuant, bah, on commence à pouvoir se faire publier. Et là, on peut affirmer, on a été peer-reviewé et publié dans un cadre. Et donc voilà, maintenant que la discussion soit ouverte, et puis bah, plus personne ne peut nous dire vos travaux ne sont pas relus et pas peer-reviewés, c'est fait. Donc maintenant, voilà, le débat est ouvert, on a des résultats qui méritent qu'on s'y intéresse, dont certains d'autres le reprennent, on trouve des choses qui sont similaires à beaucoup d'autres chercheurs partout dans le monde. Donc voilà, je pense que c'est le moment de pouvoir dire venez discuter si vous le souhaitez, et puis avançons ensemble vers, faisons avancer la connaissance en fait dans ce domaine, et surtout évitons de reproduire les mêmes erreurs du passé. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est un peu effrayant, évidemment, qui suis dans le monde politique, de voir comment le débat scientifique, finalement, a été omis pendant cette crise. Parce que Euh, donc je sors mon préprint en décembre 2021 et on a notre publication qui, ok, vient rajouter, on a rajouté tout un tas d'expériences. On était évidemment très, très, je pense, solide dans les expériences et on n'a pas fait de conclusion très péremptoire. On a laissé la porte ouverte au débat en disant, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a fallu 2 ans pour passer du stade du préprint où déjà c'est alarmant et où on est en plein dans les débats de la vaccination des enfants, où là plus personne, enfin personne ne veut entendre nos arguments. Et 2 ans plus tard seulement, on peut commencer à dire, écoutez, il y a quelque chose de bizarre. Et la science doit aller plus vite. Non, c'est normal que la science prenne du temps, mais le débat doit aller plus vite. Et ici, on a été quelque part privé de débat pendant longtemps et à des moments qui étaient, à mon sens, importants. Et là, je pense il y a des leçons à tirer vraiment fortes, surtout si on continue à avoir des révélations de Fauci ou d'autres concernant la surmortalité, les statistiques, les études qu'il y avait qui permettaient de prendre certaines décisions de confinement ou pas. Enfin bref. Je pense qu'il va vraiment falloir, en tout cas moi, c'est mon vœu, la société euh, européenne, mais mondiale même, décide de mettre en place des garde-fous pour que on ne puisse pas, en fait, stopper le débat scientifique trop vite dans quelque chose d'aussi important. En fait, finalement, on nous entraîne dans une guerre. Ici, c'était une guerre contre un virus, mais on nous entraîne sans vouloir écouter finalement la moindre voix alternative. Et c'est pas, à mon sens, c'est pas comme ça que doit fonctionner la science. Mais voilà, c'est mon opinion personnelle, évidemment. Et je tiens à spécifier, puisque je parle d'opinion personnelle, qu'évidemment, tout ce que j'exprime ici avec toi, c'est mon opinion personnelle. Ça ne reflète évidemment en rien les opinions de mon institution ou de n'importe quelle institution à laquelle j'ai pu participer jusqu'à présent. Je pense que c'est toujours important de dire ce genre de message, puisqu'on a été attaqué sur cette idée-là, c'est qu'on ne s'exprimait pas ou qu'on ne spécifiait pas assez, qu'on s'exprimait à titre personnel. Tu as raison, je vais répéter exactement la même chose. Je m'exprime toujours en mon nom propre, point de vue personnel, et je représente ni aucune association, ni aucun parti, ni aucun institut auquel j'appartiens. Ce que je dis, c'est uniquement, voilà, en effet, ce sont mes opinions, ce sont mes travaux, et personne, va dire, personne d'autre, ni mon employeur, ni personne, n'a les partager ou ne les partage. Donc, en effet, tu as raison, il faut qu'on insiste dessus. On l'écrit, hein, à chaque fois que l'on publie, ce qui n'empêche pas qu'on nous fait ce genre de reproche. Voilà, donc il faut le marteler, voilà, ce sont nos opinions propres et on demande qu'à être challengé bah, par nos pairs, comme ça a été fait dans cette revue, et puis même de manière plus large.
Et tu as entièrement raison sur ce que tu viens de dire sur la vitesse, sur la science. La science, c'est en effet quelque chose qui se construit sur le long terme, hein, d'ailleurs, sur tout ce qui s'est passé, c'est peut-être une des leçons à retenir. En revanche, il y a quelque chose qui doit être immédiat, tu en as parlé, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire que voilà, on ne fait pas des choses à la va-vite qui vont avoir un impact sur les gens et qui sont de l'ordre de la privation de liberté ou qui ont une atteinte personnelle sur leur santé. Le principe de précaution, il doit être primordial. Et c'est bien ça c'est cette alerte-là qu'on a tenté de donner et qui s'est fait finalement extrêmement rapidement. Et les garde-fous dont tu parles, je pense qu'ils sont essentiels et en effet, ils doivent arriver de façon à sacraliser hein, ce principe de précaution, parce que certains médecins qui parlent de primum non nocere, hein, ne pas nuire, voilà, c'est-à-dire ne pas intervenir sur des gens sans avoir un niveau de certitude qui soit on va dire, d'un niveau beaucoup plus élevé que tout ce qui a été fait dans cette période, et c'est bien une des leçons à retenir. J'espère qu'aujourd'hui, le débat va être plus ouvert et qu'on va pouvoir plus facilement partager nos travaux. Bon, même si un certain nombre de personnes les connaissent, mais voilà, il est important de se dire que ce qui a fait que ces travaux-là ont été tus pendant un moment, c'est pas en tout cas leur mauvaise qualité, puisque maintenant on arrive à faire reconnaître leur qualité, mais c'est un problème de temps, de temporalité, d'acceptation. Et puis voilà, de quelque chose qui allait beaucoup trop vite, une espèce de machine infernale qui était lancée et sur lequel on ne voulait pas écouter les gens qui disaient qu'il fallait peut-être freiner un petit peu le mouvement, quoi, et se reposer quelques secondes pour réfléchir et ne pas prendre en otage la science qui n'était pas prête du tout à dire quoi que ce soit. Et voilà, la science finalement a été prise en otage pour faire avancer politiquement, médiatiquement, économiquement aussi certaines choses, et que ça a servi de caution, mais qu'en fait, c'était pas du tout validé de manière définitive avec des preuves d'un haut niveau. Et non, non, ça servait de caution. Et quand on fait de la science et qu'on se posait des questions, on était très loin d'avoir des hauts niveaux de certitude. Et bien au contraire, il fallait écouter toutes les voix dissidentes qui trouvaient d'autres résultats. Patrick, est-ce que tu souhaites ajouter un dernier mot avant de conclure? Oui, donc je tiens quand même à spécifier que donc, ce que nous avons amené dans ce papier, c'est des statistiques autour des 15-44 ans. Donc c'est vraiment cette tranche d'âge qui sort du lot en fait dans tous les tests, dans toutes les expériences qu'on a faites sur ce qui concerne la vaccination de cette tranche d'âge. Il n'y avait pas le consensus scientifique qu'on nous présentait, à mon sens, à l'époque, dans tous les médias, parce qu'on pouvait trouver plusieurs papiers publiés déjà à l'époque qui disaient, bah oui, on va pouvoir sortir de cette crise grâce à la vaccination, et on va pouvoir vacciner les personnes fragiles et âgées. Mais il y a déjà dans les papiers plusieurs médecins, plusieurs scientifiques qui exprimaient l'idée que pour les jeunes, ça devrait être sur base volontaire. Or, on nous a chaque fois, un des arguments qu'on nous a chaque fois opposé, c'était vous allez à l'encontre du consensus scientifique. Je tiens à dire, à mon sens, c'était un consensus politique, c'était un consensus peut-être médiatique, mais il n'était pas scientifique. Vraiment, quand on regarde les publications, beaucoup de scientifiques étaient plutôt pour appliquer le principe de précaution. Mais c'est pas cela qu'on entendait régulièrement à la télé. Donc, je pense que ceci doit quand même être spécifié. C'était pas du tout un consensus absolu, loin de là. Beaucoup de gens comme nous se sont posés des questions sur la vaccination des jeunes adultes et encore plus sur la vaccination des enfants. Tu as raison sur ce point aussi. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, le consensus, c'est une idée de majorité, mais la science, c'est pas la majorité, hein. La science, c'est on apporte des arguments et on explique le cheminement qu'on a, les données qu'on a, les expériences qu'on met, et puis voilà, on avance aussi en montrant qu'on a raison quelque part, et on peut être tout seul. Donc il y a pas de, il y a pas de, on va dire il y a pas de démocratie en science, hein. C'est vraiment, on apporte et on avance la preuve. Et donc voilà, quand on a des gens, même s'ils sont minoritaires, mais qui demandent et qui disent attention, pour telle chose, on doit appliquer le principe de précaution. Pour les enfants, il y en avait plus, mais il y en avait aussi hein, pour les personnes âgées et pour les adultes. On doit les écouter, on doit les prendre en compte dans le débat. Et puis voilà, encore une fois, appliquer un principe de précaution sur les gens avant d'appliquer des choses qui soient définitives, fermes et des obligations qui ont des contraintes sur la santé et sur la liberté des gens. Merci beaucoup, Patrick, en tout cas, pour ton investissement, pour tout ce travail. Puis merci pour avoir réussi à faire publier, enfin surtout pour avoir réussi à nous faire relire par nos pairs
puis validé et publié finalement dans un cadre officiel, ce qui nous permet voilà, de rentrer par une certaine porte dans la discussion officielle autour de ce sujet. Bah, félicitations à toi en tout cas pour tout ce chemin et puis pour avoir réussi tout ça. Merci pour ton investissement lourd de ces dernières années dans ce cadre-là, surtout vu voilà, encore une fois, ta position d'universitaire qui travaille hein, sur ces sujets-là. Puis bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Voilà, lisez les papiers, renseignez-vous, continuez de vous informer de manière diverse et variée, pas forcément en écoutant que les médias mainstream qui arrivent qui passent à la télé, mais en diversifiant vos lectures, en regardant ce qui même se publie scientifiquement, où vous verrez que voilà, même s'il y a un consensus majoritaire, il y a toujours des gens qui apportent des choses et qui rentrent dans le débat d'une certaine manière, et que c'est toujours comme ça qu'on avance. Patrick, merci beaucoup encore une fois, et puis bah, à une prochaine fois, on espère. Merci. Au revoir.